bonjour à tous et bienvenue. Merci, merci de votre présence. Je m'appelle Yanis, je suis vice-président de la French Tech Caen Normandie et membre du conseil d'administration de Normandie Maritime. Et Normandie Maritime et French Tech organisent aujourd'hui ce webinaire autour du maritime et des technologies. Donc avant de commencer, quelques petites règles de bonne conduite pour le webinaire. Je vous demande de bien couper vos micros, que les participants coupent leur caméra pour qu'on ait une bonne bande passante et de pouvoir laisser aux intervenants la possibilité d'allumer leur caméra. On va avoir à peu près 1 heure de talk. Et après, on va avoir des salles dédiées, des moments dédiés pour la partie questions. Donc, en fait, les questions seront posées à ce moment-là. Donc, on a voulu réaliser cet événement pour joindre 3 communautés que sont les corporates maritimes. Donc, on a ici présent un port et des énergéticiens qui développent des énergies renouvelables en mer, des startups qui offrent des solutions innovantes dans le domaine maritime et des fonds d'investissement qui s'intéressent à l'économie maritime. Donc l'idée est de regrouper des communautés, donc de grands groupes, de startups et de fonds d'investissement. L'agenda, du coup, on va avoir aujourd'hui, ça va être une présentation de chacune de ces communautés avec 3 à 4 intervenants pour chacune des communautés, où chaque intervenant va présenter sa structure et va présenter ses actions en matière d'innovation et puis aussi ses besoins et ses attentes envers les 2 autres communautés. Qu'est-ce qu'a besoin un corporate vis-à-vis d'une startup ou d'un fonds d'investissement, ou qu'est-ce qu'a besoin d'une startup vis-à-vis d'un corporate ou d'un fonds d'investissement, et vice-versa. Donc l'idée est d'avoir un moment de partage et d'échange pour bien comprendre en fait quelles sont les attentes des uns et des autres pour que chaque communauté se comprenne mieux et crée un écosystème dynamique. Et avant de commencer la présentation de ces 3 communautés, on va avoir deux petites présentations. Une première qui sera faite par Delphine Lefrançois, donc secrétaire exécutive de Normandie Maritime, sur l'économie maritime pour dresser un bref panorama de l'économie maritime. Et un autre que je ferai moi-même au nom de la French Tech pour présenter un peu l'écosystème technologique dans le monde maritime d'un point de vue mondial. Donc, je vais du coup laisser la parole à Delphine. J'arrête mon partage. Jade, si tu peux partager les slides de Delphine. Normandie Maritime. Qui sont juste après. En attendant que Jade retrouve les bons supports, merci en tout cas Yanis pour cette présentation. Merci également d'avoir eu l'initiative de proposer que nous travaillions ensemble pour mettre en avant le secteur de l'économie maritime et la French Tech à cette occasion. Alors, pour faire rapide, on va essayer de brosser assez rapidement l'économie maritime mondiale. Alors, les activités maritimes apparaissent de plus en plus comme un levier de développement économique et une réponse aux grands enjeux de notre société. On a tendance à dire que la prochaine révolution économique et industrielle sera maritime, et on pense que cette révolution industrielle représentera à peu près 33 000 milliards de dollars en 2030. Les mers sont l'avenir de l'homme. Elles recouvrent plus de 70% de la planète. Elles créent 50% de notre oxygène et elles représentent à peu près 80% de la biodiversité terrestre. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 90% du commerce international passe par les voies maritimes et représente un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1500 milliards de dollars, c'est-à-dire que c'est vraiment un secteur maritime très important.
Dans ce contexte, donc la prochaine diapositive, s'il te plaît, Jade, la France est la deuxième puissance mondiale. Elle a 11 millions de kilomètres carrés. Ça représente à peu près 360 000 emplois et ça génère une valeur de production de 92 milliards de dollars. Si elle recouvre de nombreux secteurs d'activité, on peut citer, sans être exhaustive, l'industrie navale et les services, la pêche et bien sûr les énergies marines renouvelables. Les activités maritimes sont aussi au cœur de nombreux enjeux et principalement environnementaux et digitaux. On va parler notamment de l'intégration de nouvelles technologies dans le maritime, avec l'intelligence artificielle bien sûr, l'utilisation des objets connectés. Ça va être également un gros sujet qui nous occupe dès à présent. Ça concerne l'efficience des propulsions des navires et des nouveaux systèmes de propulsion hybrides. Et puis, il va y avoir également, bien sûr, à réfléchir et à travailler déjà sur les infrastructures pour développer la mobilité lourde sur l'ensemble du territoire. Au niveau de la Normandie, nous sommes un territoire maritime, on a à peu près 640 km de littoral. On a énormément d'atouts dans le secteur du maritime et notamment, nous avons la chance d'avoir 34 ports, dont 2 des grands ports maritimes que sont Le Havre et Rouen. Nous avons également la chance toujours d'avoir d'être la première région avec un gisement d'énergie marine renouvelable française en éolien offshore posé et en hydrolien. Et nous sommes également la deuxième région française de pêche maritime et la première région de pêche de coquillages et de conchicoles. Aujourd'hui, ça représente en Normandie, alors en intégrant malgré tout une partie du tourisme, à peu près 63 000 emplois. Au niveau de Normandie-Maritime, nous sommes un cluster régional. On a été initié par la région Normandie et notre vocation est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'économie maritime et fluviale pour mettre en avant l'ensemble des compétences et des savoir-faire que nous avons sur notre territoire. Donc aujourd'hui, Normandie Maritime compte à peu près 140 adhérents, essentiellement évidemment des ETI, TPE, PME, mais pas seulement. On a également des ports, dont Aropa au sein de notre conseil d'administration et Port de Normandie. Nous avons également des collectivités, d'autres filières avec lesquelles nous développons d'étroites collaborations et nous avons également quelques centres de recherche et de développement. Donc, encore une fois, Normandie Maritime, notre raison d'être, c'est de favoriser le développement des entreprises en les aidant à développer leur business et particulièrement sur des marchés plutôt émergents. Et j'entends par là les énergies marines renouvelables. C'est également d'accompagner les entreprises à monter en compétences, de pouvoir se positionner sur les marchés, de mettre en avant les savoir-faire et puis également d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique, notamment, surtout au niveau du maritime. Voilà en ce qui concerne Normandie Maritime. Merci beaucoup Delphine. Je vais donc à présent vous présenter la French Tech et plus particulièrement la technologie au niveau du maritime. Donc la French Tech au niveau de Caen, on est une communauté ouverte où toutes les entreprises de technologie, qu'elles soient digitales ou hardware ou même d'innovation sociale ou de business model, peuvent rejoindre cette communauté. Et l'objectif est de s'entraider entre entrepreneurs et d'organiser des événements comme aujourd'hui et de favoriser le développement des startups au niveau du territoire. Et donc, aujourd'hui, on adresse la thématique maritime et je vais vous présenter un panorama, en fait, de ces écosystèmes technologiques maritimes au niveau mondial. Donc, aujourd'hui, au niveau mondial, il a été identifié environ 314 startups à travers le monde qui vont adresser des secteurs d'activité très divers. Donc,
beaucoup dans la supply chain, énormément d'entreprises aussi dans le domaine de la data, des énergies renouvelables et du seafood et de l'aquaculture. Donc, on a un écosystème de start-up mondial qui grossit d'année en année. De plus en plus de start-up se créent dans ce secteur d'activité. Si on regarde la partie des demandes des corporates par rapport aux services et aux produits qui sont fournis par les startups, il y a une enquête qui a été faite dans le secteur d'activité du port et du shipping. Et si on regarde en fait au niveau de la demande, on a dans le top 3, on a tout ce qui est logistique et transport. En gros, adresser la value chain dans ce domaine-là. L'optimisation des opérations portuaires. En troisième position, on a la gestion de l'environnement et le monitoring de l'environnement. Et en quatrième et cinquième position, la cybersécurité et les navires autonomes. Donc ça, c'est les demandes, on va dire, des grands groupes dans le domaine du port et du shipping. Et si on regarde du côté des startups, donc on a les deux premières priorités qui sont bien adressées, comme la logistique portuaire. Alors, je ne sais pas, a priori, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Comme la logistique portuaire et le transport dans la value chain. Par contre, si on regarde, l'environnement arrive très bas aujourd'hui dans les offres proposées par les startups. Donc voilà, on a une corrélation de la demande et de l'offre sur les deux premiers, en tout cas dans le secteur portuaire et shipping. Ensuite, si on regarde l'aspect plus investissement, donc fonds d'investissement, on a vraiment une croissance en fait des tours de table qui sont faits, donc avec des investisseurs privés qui vont investir dans des startups, et une croissance aussi des sorties, c'est-à-dire des rachats de startups ou d'entreprises par d'autres entreprises ou des groupes. Donc, ce que vous voyez ici comme graphique, ce sont on a 435 millions de dollars qui ont été investis, et vous voyez par différentes catégories, donc pré-seed et seed, ce sont tous les fonds en fait d'amorçage qui permettent de démarrer, de passer de l'idée au projet et du projet au premier client. La série A va permettre aux entreprises de développer un produit qui est déjà commercialisé, donc d'étendre la commercialisation de ce produit. Et série B et plus vont permettre de développer des nouveaux produits et de nouveaux services. Donc aujourd'hui, on a quand même un secteur avec des entreprises qui, on va dire, sont plutôt jeunes et qui sont plutôt dans les premières phases de développement. Ensuite, si on regarde au niveau des entreprises, des pays où ces investissements sont faits, donc dans le top 3, on a les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Pour l'instant, la France n'apparaît pas encore dans le top 10 des investissements dans ce secteur d'activité, mais je suppose que ça ne saurait tarder pour qu'on arrive dans le top 10. Et ce que vous voyez ici, c'est le nombre d'acquisitions qui ont été faites dans le secteur d'activité des technologies maritimes. Donc, si on revient en 2016, il n'y en avait que 5, en fait, par année. Et en 2019, on est passé à 50. Donc, on a multiplié par 10 en l'espace de 3 ans. Et je n'ai pour l'instant que des informations jusqu'à Q3 2020. Mais on a vraiment de plus en plus d'acquisitions qui sont faites, ce qui montre que le marché est très dynamique en la matière. Ensuite, on a de plus en plus d'accélérateurs à travers le monde. Donc, ces accélérateurs ont pour le but de créer des écosystèmes innovants. La plupart du temps, ils se concentrent à créer des relations entre les startups et les grands groupes, ou bien entre les startups et les fonds d'investissement. Donc, on en a aux États-Unis, à San Francisco, à Seattle, au Canada. En Europe, on en a au Portugal, en Europe, à Londres, à Rotterdam, Oslo. Et on a aussi énormément d'accélérateurs en Asie, notamment Hong Kong et plus particulièrement Singapour. Et aujourd'hui, voilà, on a tout ce qu'il faut en France, en Normandie, pour créer ce type d'écosystème innovant. Donc, comme je vous le disais, la plupart
de ces accélérateurs se concentrent en fait à créer des relations entre les startups et les corporates ou les startups et les investisseurs. Mais ce qui fait qu'à chaque fois, on a des relations bilatérales et que ces trois communautés ne communiquent pas forcément ensemble. Il y a parfois des incompréhensions. Les startups du domaine maritime connaissent parfois pas très bien le fonctionnement des fonds d'investissement. Il peut y avoir des décalages. Idem pour les corporates, ne comprennent pas forcément comment fonctionne un fonds d'investissement, ou certains fonds d'investissement regardent le maritime avec intérêt, mais ne comprennent pas encore ce marché. Donc l'objet, c'est vraiment de créer un écosystème dynamique à l'intersection de ces trois communautés, et c'est ça qui fait qu'on va réussir à répondre aux problématiques que sont données par les corporates, avoir des startups qui se développent rapidement et avoir des fonds d'investissement qui puissent investir sur des entreprises qui se développent avec des sorties. Donc, c'est l'objet du coup de cette présentation aujourd'hui, et je vais donc laisser la parole au premier intervenant qui est Laurence Mac de EDF, et qui va nous présenter donc les activités de EDF Renouvelables en matière de développement des énergies renouvelables et d'innovation. Oui, bonjour à tous. Merci à la French Tech et à Normandie Maritime donc de me donner cette opportunité. Donc moi, je suis Laurence Mag, je suis généraliste, responsable des relations industrielles, et qu'on m'a parlé d'applications numériques. En fait, je me suis rendu compte que sur un projet d'éolien en mer ou sur nos différents projets, en fait, il y avait des dizaines de personnes chez nous qui étaient intéressées par ces applications. Donc là, je vais vous faire une présentation généraliste d'un maître d'ouvrage, et après, sur chaque sujet, il y a en fait des intervenants qui sont différents à contacter si vous avez des solutions à proposer. Donc, première slide, bon, vous voyez le METMAS de Fécamp au Havre il y a quelques années. C'était un peu le début des opérations en mer avec des instruments de mesure du vent, des conditions météo-océaniques. Et puis, ce qu'on espère voir à partir de 2023, donc des éoliennes installées en mer, d'abord sur le site de Fécamp. Alors, la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Donc rapidement, je ne vais pas faire une présentation du groupe EDF, juste vous dire qu'il y a des objectifs très ambitieux en faveur des énergies renouvelables, que le groupe a adopté donc une raison d'être qui est sur un avenir énergétique neutre en CO2, et qu'il y a des objectifs pour CAP 2030 qui sont très très forts de développement des ENR à hauteur de 60 gigawatts. Alors, ça se décline là, ça c'est au niveau mondial, et ça se décline en France par le plan solaire qui atteindre 30% de part de marché dans le solaire photovoltaïque en France d'ici 2035. Et le plan stockage, donc développé, alors là c'est au niveau du monde, 10 gigawatts de moyens de stockage d'ici 2035. Et on va passer à la suivante plus rapidement sur EDF Renouvelable, qui est l'interlocuteur qui vous concerne. Donc nous sommes une société qui est finalement pas immense comme EDF, puisque nous sommes 4000 salariés dans le monde, un peu plus de 1000, entre 1000 et 2000 en France, ça évolue vite. Et vous avez ici les chiffres principaux donc, de chiffre d'affaires. Une particularité, nous sommes positionnés dans 22 pays, et nous sommes la filiale du groupe EDF qui est positionnée dans le plus de pays. D'ailleurs, il y a certains pays au Moyen-Orient où il n'y a que l'activité d'EDF Renouvelable dans le groupe EDF. Et la suivante. Donc voilà, sur nos activités dans l'éolien en mer. Alors, on est, même si on est un des leaders au niveau européen, on a un petit peu de retard sur les pays du Nord. Par contre, en revanche, on est le leader français de l'éolien en mer, puisqu'on a actuellement 3 projets d'éolien posés en construction, dont 2 en Normandie, avec Courseulles et Fécamp, donc le parc éolien de Fécamp,
et le parc éolien en mer du Calvados, autre nom de Courseulles. Mais on a aussi en construction Saint-Nazaire qui devrait rentrer en service en 2022 et un projet d'éolien posé dont d'ailleurs on a fini la deuxième décision d'investissement. On avait une décision d'investissement partielle où la construction du flotteur a commencé en Méditerranée. Alors je vais vous parler plus spécifiquement de notre présence en Normandie. Donc on a 2 parcs. Les partenaires, ce sont EDF Renouvelables, Maple Power, bon, c'est l'autre nom d'Enbridge, hein, il gère pour le compte d'Enbridge et donc société canadienne les intérêts. Et on est aussi avec le développeur WPD qui interviendra. Et on peut être à la fois d'ailleurs partenaire sur ces 2 parcs et on est aussi concurrent puisque nous sommes aussi candidats séparément. Donc là, c'est EDF Renouvelable et Maple Power pour le parc AO4, donc de 1 gigawatt dont l'appel d'offres est en cours. Et j'ai mis sur ce slide et ça corrobore ce que disait Delphine, la Normandie, c'est aujourd'hui le plus gros potentiel. Je n'ai pas mis Dieppe-le-Tréport, qui est qui a été attribué à un de nos concurrents, mais il y a déjà 3 parcs éoliens en mer posés, donc attribués en Normandie, Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Dieppe-le-Tréport. Il y a un appel d'offres qui est en cours, Centre-Manche 1 de 1 gigawatt, et il a été annoncé cet été dans le cadre de l'accélération du marché par le Premier ministre, un appel d'offres qui sera l'appel d'offres 8 de 1,5 gigawatt, donc en Centre-Manche 2. Donc vraiment la Normandie est la région qui actuellement a le plus de projets en appel d'offres, en construction, en développement. Donc juste avant de passer au sujet du numérique, vous avez quelques éléments, mais vraiment très brefs, sur Fécamp et sur Courseulles. À noter qu'on s'appuie sur des partenaires industriels pour la construction qui sont basés au Havre, puisque Siemens Gamesa, le fabricant des turbines, donc pour nos 2 parcs en Normandie, donc est basé au Havre. Hein, l'usine d'assemblage de turbines est en cours de construction. Nous réalisons les fondations gravitaires quai de Bougainville au Havre pour le chantier de Fécamp. Et sur Courseulles, nous utiliserons aussi les infrastructures de Port de Normandie en passant par Cherbourg. L'exploitation maintenant se fera respectivement à Fécamp pour Fécamp et à Caen-Ouistreham pour le parc de Courseulles. Donc la slide suivante, c'est pour vous montrer la diversité des sujets numériques et data. En fait, il y en a à tous les stades d'un projet et je ne suis pas rentré dans les détails qui concernent nos partenaires de rang 1. C'est-à-dire que dans la partie construction, vous avez aussi tous les besoins encore plus spécifiques, plus pointus de nos partenaires de construction, par exemple de Bouygues, Saipem, Boscali sur la partie fondation gravitaire. Mais on a des besoins à toutes les étapes du projet. Donc au niveau du développement, pour nos études, il y a beaucoup de data, que ce soit pour les études enviro, les études, je ne l'ai même pas mis, sur la pêche, l'halieutique, toutes les études géotechniques, géophysique, UXO, les études, c'est important pour nous. La finalité, nous sommes énergéticiens, tout ce qui est météo océanique et la ressource en vent. On a aussi, au niveau de l'ingénierie, besoin de faire de la modélisation et on a aussi besoin de modèles financiers. On a des besoins un peu différents qui ne sont pas encore satisfaits sur la gestion des débats publics. Hein. C'est très important, la concertation. Et donc, sur la partie développement, on est vraiment très concerné directement. Sur la partie construction, en tant que maître d'ouvrage, on coordonne les différents partenaires de rang 1 qui, eux aussi, ont des besoins, mais nous, on fait essentiellement de la gestion de projet. Et donc, je vous ai mis les outils qu'on utilise actuellement.
puisqu'effectivement, on est en route sur Saint-Nazaire, Fécamp et Courseulles. Donc, vous voyez que c'est des outils de gestion de projet, de gestion de planning, de coordination maritime au travers de nos partenaires, de reporting, etc. On a des outils plus spécifiques qui sont à développer. Je crois que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Là où il y a le plus de développement à faire, ça va être pour la partie exploitation, parce que là, la partie exploitation, c'est vraiment le métier d'EDF Renouvelable d'être exploitant. Et donc, il y a des réflexions en cours pour la phase d'exploitation, à la fois sur des outils de CMMS, donc de gestion de la maintenance. Voilà, c'est un peu la GMAO, etc. Il y a tout ce qui est les inspections, donc sous-marines, aériennes, qui recueillent des datas. Là, il y a des besoins aussi, bien sûr, de traitement de données et de faire appel à de l'intelligence artificielle. Il y a des besoins aussi en logistique que je n'ai pas mis, mais qui est vraiment extrêmement important avec tout le traçage des pièces, etc. On met en place pour l'ensemble des données d'exploitation un lac de données qui va à la fois avoir des données des turbines. Donc là, les turbiniers ont beaucoup de capteurs de données et nous, on veut les consolider. Donc, c'est un projet qui s'appelle RDL. Il y a des besoins au niveau de la formation. On l'a vu pendant le Covid, la formation numérique est de plus en plus utilisée. Donc, la réalité virtuelle peut être intéressante pour les opérateurs de maintenance. Je vous ai mis au-dessus les outils transverses qui sont très classiques, mais tout de même extrêmement importants dans notre activité et qu'on utilise à tous les stades. Donc, le SIG, donc les systèmes d'information géographique, mais enrichis de données, c'est extrêmement important dans notre activité à tous les stades du projet. La gestion documentaire, alors on utilise des outils collaboratifs, mais là qui sont classiques. Vous voyez que c'est du Microsoft, du SharePoint, Teams 365. On a des logiciels de gestion, on a déjà une plateforme de e-learning et aussi des outils santé-sécurité. J'insiste sur la santé-sécurité. Notre première préoccupation, c'est de savoir où sont nos personnels, quelles missions en mer, où ils sont, avec quel matériel, quelles missions, les localiser et aussi avoir les aspects de sécurité maritime. Donc, il y a souvent des applications, par exemple en coordination maritime, qui font largement appel à des données d'AIS, à des données aussi de permis de travail pour les personnels. Aujourd'hui, dans la phase construction, on s'appuie sur un partenaire qui avait l'expérience, mais c'est vrai que pour la phase d'exploitation, il y a une réflexion, puisqu'on va être là pour 20 ans sur les différents sites, de développer nos propres outils, de les intégrer à notre centre de contrôle plus classique. On a déjà un centre de contrôle européen pour l'éolien terrestre, et maintenant on veut y inclure tout ce qui est la partie maritime. Voilà, alors je suis à votre disposition parce que c'est très généraliste. Il faut savoir que côté EDF Renouvelable, on a maintenant à l'offshore un Digital Transformation Officer qui est une vue globale des outils numériques qui appartient à notre DSI. Mais maintenant, sur les besoins spécifiques, par exemple dans l'environ, chaque sujet va être porté par des experts. Par exemple, sur l'UXO, on a un spécialiste UXO qui va avoir ses besoins. Sur la géotech, géophy, il y a une équipe géotech, géophy. Sur les études météo-océaniques, c'est encore un autre interlocuteur. Voilà, donc il y a une multitude d'intervenants qui ont des besoins en numérique ou qui utilisent des outils. Donc, si vous souhaitez approfondir sur un sujet ou un autre, on peut rentrer à la fois donc, par Maxime Hermès, qui est notre Digital Transformation Officer pour l'offshore, qui n'a pas pu joindre aujourd'hui, mais aussi vous mettre en contact avec les gens plus spécialisés. Sur la partie maintenance, c'est d'autres équipes avec des gens spécialisés, effectivement, et des besoins spécifiques pour chacun de ces items. Et merci j'en Laurent. ai terminé. Voilà. Oui, merci, désolé de couper. Merci beaucoup pour cette présentation donc du coup de EDF Renouvelable.
Si cela n'embête pas Pierre, je voudrais faire passer Jérôme Besancenot d'Aropa juste avant parce qu'il doit ensuite nous quitter. Je rappelle aux intervenants que l'objectif est de faire une présentation en 5 minutes pour qu'on puisse tenir le timing. Jérôme, est-ce que tu peux du coup faire la présentation concernant Aropa et on reviendra sur WPD juste après? Jérôme, est-ce que tu es encore là? Allô? Cyril, Shadow de Aropa, éventuellement, parce que si Jérôme n'est pas là. Allô, allô? On fait peut-être pour le coup intervenir WPD, Pierre, à ce moment-là. Oui, je ne sais pas si Cyril ou Jérôme, vous êtes là, mais on ne vous entend pas en tout cas. Donc, du coup, Pierre, la parole est à toi. Je rappelle 5 minutes de présentation pour qu'on puisse tenir le timing du webinaire. Merci à tous. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je tâcherai effectivement d'être concis et précis en 5 minutes. Déjà, tout d'abord, merci pour l'invitation. Le propos, en ce qui me concerne, se concentrera davantage sur les retours d'expérience et ce qu'on a pu mettre en œuvre dans d'autres projets. Évidemment, sans nul doute intéressant aussi pour les projets éoliens en mer en France, aux côtés de nos partenaires EDF et Maple Power. Donc WPD, on est peut-être moins connu qu'EDF, donc je me permets de faire un petit rappel de nos activités. On est un producteur indépendant d'électricité d'origine 100% renouvelable, créé en 1996, actif en France depuis 2007. On a, à une époque lointaine, initié les projets de Courseulles et Fécamp et ensuite, effectivement, lier les partenariats assez forts donc avec nos partenaires actuels. En termes d'activité, on est sur l'ensemble du cycle de vie des renouvelables, donc l'éolien terrestre, l'offshore, le solaire, photovoltaïque et également, dans une moindre mesure, le biogaz. On est en charge d'exploitation pour notre compte et ceux de tiers des actifs de production, donc avec une grande particularité aussi entrée au suivi des exploitations et notamment tout ce qui est condition monitoring. Donc, je ne reviendrai pas là parce que c'est un sujet assez complexe en soi, mais là, on parle déjà de digital et de réduction des indisponibilités. La maintenance, évidemment, tout ce qui est intervention sur site. Donc, on a plus de 10 gigawatts en contrat de service aujourd'hui. Le groupe, c'est aujourd'hui à peu près 3000 collaborateurs dans 28 pays. Couvrant donc l'ensemble des cycles de vie comme je l'ai indiqué. Et finalement, si on se projette au moyen et long terme, c'est des activités de développement, donc construction de développement de nouveaux projets, en éolien terrestre, en offshore et en photovoltaïque, avec les chiffres que je ne rappelle pas, qui figurent à l'écran. Donc notre activité a vocation aussi de se positionner en guichet unique, autant que faire se peut. On a quand même l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas omniscient dans notre domaine, même si on connaît l'éolien en mer depuis maintenant plus de 20 ans. C'est une stratégie qui est assez simple, qui est tournée à la fois sur la diversification des marchés, en particulier hors Europe, sur la zone Asie-Pacifique et sur l'Amérique du Nord. Et également en termes de technologie pour l'éolien en mer, puisqu'on travaille aussi sur l'éolien flottant depuis une petite dizaine d'années. Dans l'éolien en mer pur, on a plus de 350 collaborateurs avec un développement assez accru sur les activités de maintenance, et donc plutôt les cols bleus. Et on a également des bureaux répartis dans
l'ensemble des marchés ou des régions, dirais-je, où on trouve à la fois l'éolien posé et l'éolien flottant. On peut passer à la diapositive suivante. Ça, c'est une vue d'ensemble des projets. Alors, pourquoi je mets ça en avant? C'est qu'effectivement, ça souligne une particularité, ou alors une diversité, devrais-je dire, de particularités de conditions de site, de conditions environnementales, de technologies, de contraintes associées à certains marchés, que ce soit au regard des matériaux ou des facteurs de sécurité qu'on peut appliquer dans la conception des projets. Donc tout ça s'accompagne évidemment par une compréhension assez fine des conceptions, des risques inhérents et donc besoin de digitalisation pour le suivi en performance, à la fois à l'aval sur l'exploitation, mais aussi à l'amont sur la caractérisation, reconnaissance des sites, le déploiement de bouées météo-océaniques, bouées environnementales, notamment. On peut passer à la suivante pour aller dans le vif du sujet. Alors, le sujet aujourd'hui, j'ai pris un focus maritime. On est tous collectivement soumis à une tendance assez forte de réduction des coûts qui est permis par l'amélioration des technologies, notamment l'augmentation de la puissance des machines, mais aussi par des leviers d'amélioration sur les opérations et sur la reconnaissance des conditions de site. Donc là, vous voyez la proportion des dépenses d'investissement. Oui, merci de couper vos micros pour ceux qui ne sont pas intervenants. Merci. Donc, sur l'aspect transport, installation, tout ce qui est logistique, suivi des colisages, on en a parlé brièvement. Et là, les grandes dimensions, celle qui nous intéresse, c'est celle qui accompagne la vie du projet pendant 20, 25, 30, même 35 ans aujourd'hui, pour ce qui est de la durée de vie des installations. C'est l'exploitation et la maintenance. Avec effectivement ce qui a trait à tout ce qui est suivi en exploitation, la digitalisation, partie aérienne et sous-marine, ainsi que le suivi notamment des impacts environnementaux qui sont exigés au titre des autorisations et pour lequel on a parfois toujours des lacunes, en tout cas un manque de moyens ou de méthodologie, et qui fait l'objet de grande partie des développements et des efforts aujourd'hui, y compris auprès des startups qui sont présentes aujourd'hui. Et ça recoupe un élément essentiel qui n'a pas forcément été abordé jusqu'à présent dans les mots d'introduction, c'est la planification maritime et l'amélioration des connaissances de l'homme en ce qui concerne le milieu marin et notamment les usages qu'on peut faire du milieu marin. Et évidemment, l'éolien en mer n'est finalement qu'un vecteur d'accélération des connaissances, mais il ne se suffit pas à lui-même et il a vocation à aussi alimenter plus largement ce socle de connaissances. Je parlerai donc par la suite sur les retours d'expérience, quelques éléments de retour d'expérience. Donc, des applications assez simples finalement des techniques, des technologies marines et des moyens visuels qu'on embarque. Par exemple, sur un projet que j'ai détaillé ici, qui est en mer du Nord, on a des problématiques de mouvement hydrosédimentaire. D'ailleurs, familière aussi à d'autres sites dans le nord de la France que je nommerai pas, mais que Dave connaît bien, où vous avez des fortes mobilités des dunes et vous devez assurer la protection de vos ouvrages, donc les pieds de fondation, mais aussi des câbles. Et pour ce faire, dans ce cas précis, on a porté une collaboration avec une start-up, un armateur de navire, un concepteur, architecte naval, pour doter finalement un CTV, donc un navire de transfert de personnel, d'un sondeur multifaisceau à l'avant, qui est directement connecté à un système embarqué et qui permet de faire du suivi infra-hebdomadaire des mouvements hydrosédimentaires sans nécessairement à faire venir des moyens ponctuellement sur les parcs. Ça a un avantage à la fois en termes de précision et de rigueur de la méthode et évidemment aussi un impact positif sur le plan économique. Finalement, c'est doter un moyen qui notamment uniquement visé transfert de personnel par des moyens qui sont des moyens de reconnaissance et de suivi environnemental, en l'occurrence ici de mobilité de fond.
Un autre aspect... Pierre, je suis désolé, il va falloir qu'on conclure pour qu'on puisse tenir le timing. Ouais. On a déjà pris un peu de retard. Bien sûr. Je pense que là, de toute façon, la slide est importante. Enfin, la digitalisation, on en a parlé. L'aspect clusterisation des moyens maritimes, et ça passe aussi parfois par de l'affrètement à temps des moyens. Donc, il existe aujourd'hui différentes plateformes qui font du suivi des moyens maritimes en connexion avec les AIS notamment. Et là, il y a 3 sujets qu'on avait pu aborder il y a quelques temps de cela, un appel à manifestation d'intérêt que je voulais porter à la connaissance des participants aujourd'hui, qui sont 3 thématiques fortes sur lesquelles on travaille toujours. C'est la robotique, les systèmes autonomes d'inspection, donc pour ce qui est de la partie développement à l'amont, reconnaissance des sites, mais aussi en phase de construction pour ce qui est as-built survey et en exploitation après pour le suivi. Donc c'est un sujet qui est vaste et qui comprend à la fois les moyens hardware d'intervention et de surveillance, mais aussi tout ce qui est post-traitement et automatisation de ce traitement de data. Des solutions sur les navires, évidemment, les systèmes intelligents, gestion de l'énergie, j'en parlais, et puis le développement de nouveaux concepts de navires indispensables pour à la fois l'éolien posé et flottant, puisque les colis augmentant, on n'aura pas toujours la possibilité d'investir massivement dans des moyens maritimes type navire auto-élévateur. Donc, il faut réfléchir intelligemment à la logistique et aussi à des nouveaux moyens. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. À présent, Cyril, Jérôme, est-ce que vous avez réussi à vous reconnecter? Oui, bonjour Yanis. A priori, Jérôme est aussi reconnecté. Est-ce que c'est bon, Jérôme? Ouais, ça y est. Excusez-nous, on a été obligé de se rapatrier dans une autre salle, dans un autre bâtiment. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de vous être reconnecté. Je rappelle l'exercice, du coup, une présentation de 5 minutes de vos besoins en matière d'innovation et vos attentes envers les startups et les investisseurs. C'est à vous, Jérôme. Merci. Désolé pour ce contretemps indépendant de notre volonté. Enfin, c'est l'histoire des ports aussi. C'est dans le thème startup, ça tombe à point. Donc, Aropaport, oui, merci. Aropaport, c'est la naissance au 1er juin du regroupement des ports du Havre, Rouen et Paris, qui forment désormais le 5e complexe nord-européen, premier port français pour le commerce extérieur, je crois avec une valeur à peu près de 8 milliards d'euros par an, et plus de 650 ports touchés dans le monde. Alors, on a un nouveau statut, ça s'appelle un grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Ça a été voulu par le gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre Édouard Philippe, bâtir un écosystème de réindustrialisation décarboné à partir de notre système de transport maritime, fer et fleuve, et autour de ces 3 ports. Notre objectif, c'est d'avoir une nouvelle impulsion, être l'interlocuteur unique de tous nos partenaires, accélérer les transitions écologiques, énergétiques et numériques de nos territoires, encourager la réindustrialisation et surtout la décarbonation de la vallée de la Seine et de disposer d'une plus grande robustesse économique. L'objectif, notre volonté de former d'ici 2025 sur l'axe Seine un établissement portuaire, logistique et industriel de premier plan qui permettra de desservir évidemment tout le Paris, la France et aussi l'Europe, et bien sûr capable de rivaliser avec les grands ports du range nord-européen qui aujourd'hui sont des concurrents solides et difficiles. Nos leviers, d'abord un nouveau modèle économique, notamment en assembleur opérateur foncier avec le port de Paris et les ports maritimes du Havre et de Rouen. Rebâtir une offre financièrement solide, nous repositionner sur la logistique autour et grâce à l'axe Seine. Et au-delà de la logistique, la création d'un système industriel vertueux à l'échelle de la Seine et de son écosystème et proposer des sites prêts à l'emploi, se relier au secteur industriel dans le cadre d'une toile que nous redéfinissons. Nos ambitions, mettre en place une stratégie multi-filière, créatrice d'emplois et de richesses pour nos territoires, nos clients, les industriels et les logisticiens présents sur nos activités.
L'État nous soutient fortement et a doté ce nouvel établissement d'une trajectoire financière ambitieuse, 1,45 milliard d'euros sur la période 2020-2027, donc à peu près 8 ans. Et nous allons nous retrouver dans une situation de réaliser des investissements, on va dire, sans précédent. On a beaucoup d'atouts. Le premier, c'est notre hinterland, notre terrain de jeu naturel, l'Île-de-France. Première région logistique européenne, avec ne serait-ce qu'à Paris, 17 millions de mètres carrés d'entrepôts, 12 millions d'habitants. Et notre deuxième atout aujourd'hui, c'est l'axe Seine, la Seine elle-même, où nous développons pour le coup un axe fluvio-maritime en lien avec VNF et espérons basculer les flux sur la Seine. Alors, le slide d'après, s'il vous plaît. Ah, celui d'avant. Merci. Parfait. Alors, l'innovation et le numérique, on a donc défini un projet stratégique avec plusieurs volets, dont un sur l'innovation et le numérique, avec plusieurs volets. Alors, en premier lieu, bien sûr, la performance logistique, avec des solutions ouvertes sur l'axe Seine, avec une meilleure interopérabilité des systèmes d'information, être capable d'échanger de la data entre les acteurs, notamment au sein de la chaîne d'approvisionnement, entre les chargeurs, les commissionnaires de transport, les armements, les agents maritimes, et donc avoir tout un flux de connexion beaucoup plus poussé qu'il n'est aujourd'hui, notamment sur l'aspect multimodalité. Un deuxième volet, c'est de faire de l'axe Seine un haut lieu de l'innovation et du développement portuaire, avec notre volonté de mettre en place un Seine Lab ou un Aropa Lab pour créer de l'innovation et instaurer un lieu de partage des savoir-faire entre l'ensemble des acteurs de l'axe Seine, avec des startups, avec des universités, pour rejoindre un peu le thème d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, développer la notion de partenariat avec ces startups sur l'axe Seine, donc ça veut dire dans l'environnement de Paris, dans l'environnement de Rouen et du Havre, avec les centres de recherche, et être capable finalement de faire de l'innovation grâce à et à cause de la recherche, un vecteur sur lequel nous ne nous appuyons pas assez, on va dire, à ce stade. On veut également, en volet 3, développer et renforcer la dynamique territoriale, avec des problématiques de transition numérique. On l'a un peu évoqué avec les présentations d'avant, la nécessité d'avoir des plateformes territoriales de données à l'échelle de l'axe Seine, un meilleur partage, alors sur le volet environnement, sur le volet évidemment logistique, mais pas que, la transition énergétique. Tout ça sont les données marines, les données qualité de l'air, qualité de l'eau, tout ça sont des données que nous avons peut-être gérées de manière séparée, qu'il nous faut aujourd'hui regrouper et avoir une vision globale et d'axe. Alors, nos métiers également doivent évoluer. Comme vous le voyez, c'est peut-être pas gagné, mais des solutions technologiques performantes peuvent nous aider à avancer au titre de démarches plus collaboratives, intégrant l'environnement durable, au service opérationnel des 3 établissements, donc de l'axe, pas seulement en silo sur chacun des ports. La présentation d'après, le slide d'après, s'il vous plaît, parfait. Donc, aux côtés de nos partenaires, on va effectivement faire des investissements. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans différents secteurs, le développement des modes massifiés, la multimodalité, des grands projets de développement, comme par exemple la Chatière en ce moment pour ouvrir aux fluviaux maritimes dans le port, des grands projets d'entretien et de renouvellement de nos infrastructures. Et puis, bien sûr, un volet très important pour nous, l'innovation et la transition écologique, avec des projets de fermes photovoltaïques, un chenal intelligent drivé par le numérique sur l'estuaire de la Seine jusqu'au port de Rouen, aller vers le port numérique, des jumeaux numériques, la gestion du smart grid, la gestion de la data. Tout ça sont des sujets qui nous animent et sur lesquels on est un peu engagé, peut-être pas suffisamment à notre goût, voilà, notamment au titre du Havre Smart Port City, où on traite d'une plateforme de données, de l'intelligence artificielle, on déploie de la 5G, on travaille sur les drones, on travaille aussi sur la cybersécurité portuaire, qui, comme le disait Yanis en introduction, qui devient un sujet très important, et puis les projets de décarbonation,
notamment avec Evolon Up, qui nous permettent de bénéficier d'un contexte aussi de start-up. Pour accompagner ce programme ambitieux, nous avons créé donc un environnement favorable qui est là pour nous aider à développer ces relations avec les startups. On a beaucoup de mal, nous sommes un établissement public, on travaille souvent avec des appels d'offres qui finalement font des sélections et nous font travailler beaucoup avec des grandes entreprises et pas trop avec des toutes petites entreprises qui démarraient. Et puis d'autre part, en matière de financement, là aussi, on est dans des créneaux qui sont assez classiques et nous n'avons pas l'habitude de travailler beaucoup avec des fonds d'investissement qui nous permettraient peut-être d'accélérer nos partenariats, des prises de participation au sein d'entreprises pouvant nous aider à développer une activité, un projet. Voilà. Et donc, à ce stade, on a 3 initiatives assez intéressantes avec des collaborations. Smartport City, le Havre Smartport City, plus de 80 acteurs, dont beaucoup d'acteurs dans le numérique, avec notamment des acteurs comme Orange, Cisco, Nokia, Ciné également qui nous accompagnent autour de sujets de la donnée numérique et de la donnée portuaire. On déploie également un 5G Lab avec Siemens, EDF et Nokia et la société Hub1, une filiale des aéroports de Paris, pour expérimenter sur notre territoire la 5G. Et enfin, un dernier laboratoire qui était plutôt un GIS, un groupement d'intérêt scientifique, mais qui est en train de se transformer en groupement d'intérêt public dans les mois qui vont venir, qui rassemble les douanes, l'université, l'ISEL et la SOGET autour de l'expérimentation et des services sur les marchandises. Comment aider nos clients à expérimenter et à intégrer des nouvelles technologies à court terme en grandeur réelle. Voilà pour le tableau Aropaport et nos ambitions. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation. Donc on finit la session du coup corporate. Donc on a eu 3 présentations de 3 entreprises dans les énergies marines renouvelables et puis dans le domaine portuaire qui nous ont présenté un peu un panorama général des besoins qu'ils ont en matière d'innovation ou les axes qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on va passer à l'aspect du coup start-up. Donc, les startups vont vous présenter des solutions. On est très en retard, il est 10h55, donc je demande aux startups qui sont du coup les championnes des pitchs de bien tenir en moins de 5 minutes. Et donc, je vais donner la parole à Grégoire de RoAppSet qui va nous présenter ses activités. Ça marche, on va essayer de tenir en moins de 5 minutes. Merci à tous d'être présents et merci aux organisateurs pour cet événement. Donc Grégoire Grandjean, je suis responsable commercial chez RoAppSet. Nous sommes des spécialistes de l'image au service de l'industrie. On est une société basée au Havre qui aujourd'hui a 15 personnes dans ses équipes. Et notre métier est double. C'est d'abord d'aller chercher des images sur les assets de nos clients, principalement avec des drones aériens. Et notre deuxième métier, c'est de réaliser du traitement de données pour donner un certain nombre de livrables à ses clients. On a la particularité de travailler pour 60% de notre chiffre d'affaires, en tout cas en Afrique, sur des plateformes pétrolières. Vous voyez ici une plateforme flottante où on réalise de l'inspection de torches, de la digitalisation ou des modèles numériques à partir de photos prises par drone. On peut passer à la slide suivante. Voici un certain nombre de nos clients et des secteurs dans lesquels on travaille. Donc beaucoup les énergies renouvelables ou non, c'est beaucoup d'oil and gas également. On travaille dans le ferroviaire, la longue élongation des autoroutes, dans l'industrie classique de l'inspection de stock, de cuves de stockage, bacs de stockage, cheminées, torches, etc. Et enfin, dans la construction, des projets de construction, principalement pour de la topographie et du modèle 3D. On peut passer à la slide suivante.
Très rapidement sur notre présence internationale, hein, vous la voyez ici, c'est principalement l'Afrique subsaharienne ainsi que la totalité du territoire français. Nos 4 métiers, c'est l'inspection par drone. Nos 4 compétences plutôt, c'est l'inspection par drone, la production de jumeaux numériques, de modèles 3D, de visites virtuelles, de la création de contenu vidéo à des fins de communication, marketing, et enfin de la topographie. Je vous passe rapidement l'inspection par drone, mais qui consiste principalement à récupérer des centaines de photos sur une structure, une éolienne, une coque de navire, une torche, un barrage hydraulique, pour en relever les désordres, les défauts, et avoir un rapport d'inspection ou un modèle 3D de cette structure. Les jumeaux numériques, c'est de la visite virtuelle à des fins de maintenance ou de la modélisation 3D de sites. La communication, HSE, marketing, on réalise beaucoup de films de présentation PDP ou de présentation corporate de sites. Et enfin, de la topographie qui nous intéresse moins aujourd'hui pour des projets de construction, de la modélisation 3D, de terrain ou de vastes projets de construction. Nos moyens d'acquisition, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est principalement différents types de drones suivant les besoins de nos clients, mais pas uniquement. Des appareils photo sur perche, des caméras thermiques ou d'autres méthodes d'acquisition de données que l'on traite par la suite ici au Havre. Notre proposition de valeur, vous la comprenez, hein, on récupère des données rapidement, on permet à nos clients de s'affranchir de cordistes ou d'échafaudage, de mieux connaître leurs installations et souvent sans provoquer d'arrêt d'usine. Notre cœur de métier, c'est l'inspection de torches, hein, c'est 60% de nos activités, chose que l'on adapte aujourd'hui sur des jack-up, sur des éoliennes en mer, sur diverses structures, que ce soit onshore ou offshore. Dans l'industrie maritime particulièrement, ce que l'on a réalisé jusqu'ici, slide suivante peut-être, c'est de la modélisation de coques, de l'inspection de coques de navires ou de plateformes pétrolières. Évidemment, on s'intéresse au sujet éolien et on répond régulièrement aux manifestations d'intérêt que l'on peut recevoir. Slide suivante, et j'en aurai fini. Ce que l'on fait également, c'est de l'inspection interne dans des ballasts. Ici, c'est des water ballasts de FPSO avec des drones cages. Et j'espère avoir tenu moins de 5 minutes. Et je vous rends la parole, Yanis. Merci Grégoire pour cette présentation dans les temps. C'était très intéressant. Maintenant, on va passer à la société Ciné. Et David, je te donne la parole, tu as 5 minutes. Bonjour à tous, merci pour votre présence et puis merci de nous donner l'opportunité de présenter Ciné. Je m'appelle David Olivier, je suis le directeur général de l'entreprise. Chez Ciné, on a pour mission de mettre à disposition aux acteurs des industries et des écosystèmes maritimes au sens large du terme, incluant les ports, les boîtes de transport maritime, la pêche, l'éolien, offshore, etc., de leur mettre à disposition les données qui existent et qu'on est capable de créer de manière à ce qu'ils puissent prendre les bonnes décisions au bon moment et anticiper les problèmes éventuels, le tout basé sur une donnée qui est consolidée et qui est expertisée. Pour réaliser cette mission, on s'appuie sur 3 axes principaux. Déjà, une double expertise à la fois dans le maritime et dans le big data. On a plus de 70 personnes maintenant chez Ciné qui sont à la fois en capacité de se projeter en mer, qui passent pas mal de temps sur des bateaux pour certains, et donc qui comprennent les problématiques et le milieu maritime. Et en contrepartie, on a aussi des experts de l'intelligence artificielle, des solutions logicielles, cloud ou on-premises, qui permettent de transformer les problématiques qui sont remontées par nos clients en solutions directement activables. Le deuxième axe, c'est vraiment de mettre à disposition des solutions qui sont customer et centrées utilisateurs,
avec des solutions qui vont vraiment répondre à une problématique concrète sur le terrain. On a déjà plus de 30 projets déployés chez des clients. Et puis le troisième axe, c'est mettre à disposition une interopérabilité maximale, puisqu'on parle de données, on parle de numérique, de digital. On a besoin, et c'est nécessaire, de s'interfacer avec les systèmes existants chez nos clients. Et donc, on a développé pour faire ça un hub qu'on appelle le Ciné Hub, qui est agnostique et qui permet de se connecter avec n'importe quelle solution existante. Slide suivante. Ce hub, en fait, il s'appuie sur lui aussi 3 piliers principaux, de la gauche vers la droite, toutes les sources de données. Il y a vraiment énormément de données dans le monde du maritime, que ce soit de la donnée satellite, de la donnée sur les activités humaines sur les navires, sur la flore, la faune, de la donnée océanographique. Certaines de ces données sont open source, d'autres ne le sont pas, mais on a quand même moyen d'aller les chercher. Et puis, on a aussi les données qui sont fournies par les capteurs. Donc, on parle de beaucoup d'IoT depuis quelques années, et les propres données du client qui sont accessibles de manière sécurisée et totalement privée. Donc, nos clients et nos utilisateurs peuvent travailler en toute confiance. On injecte cette donnée dans notre hub et le hub va restituer, transformer et restituer une donnée ou une information qui est directement utilisable de manière à faire des opérations de monitoring ou d'analyser des impacts ou de prédire et d'alerter sur des événements qui pourraient arriver et d'alerter le plus tôt possible. Slide suivante. Au sein du hub, on va trouver un certain nombre de modules. Donc le hub, en fait, c'est une collection de modules et chaque module va à la fois répondre à une problématique particulière et être capable de s'interopérer avec les autres modules de manière à offrir une vision 360 degrés, donc de couvrir l'ensemble des thématiques et des problématiques qu'on peut rencontrer dans un port notamment. Donc problématiques environnementales, qualité de l'air, qualité de l'eau, pollution sonore, acoustique sous-marine, mais aussi des problématiques logistiques, prédiction des heures d'arrivée des navires, optimisation des routes, etc., etc. Slide suivante. Je vais aller très vite. On a 3 exemples. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet de comprendre un petit peu ce qu'on fait. Un module ETA qui permet d'optimiser l'arrivée, enfin de mieux comprendre l'heure exacte d'arrivée des navires sur le port et de mieux organiser les opérations de débarquement et embarquement. Next, slide suivante. Un autre projet, lui, pour le coup environnemental, qui a été déployé sur plusieurs ports maintenant, suivi, monitoring en temps réel de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau et de la pollution acoustique, pollution sonore dans un port pendant des phases de travaux. Slide suivante. Et puis un troisième module sur la préservation des mammifères marins en Méditerranée notamment, où on vient traiter et injecter énormément de données pour identifier les zones de risque potentiels en fonction des types de mammifères marins, notamment des pollutions sonores, puisque les cétacés sont très impactés par le bruit. Voilà, en quelques minutes, je pense avoir fait un peu moins de 5 minutes. Nos attentes ou les messages qu'on va pouvoir discuter ensuite dans les tables rondes, je pense, c'est vis-à-vis des corporates, c'est d'essayer d'aligner leur cycle de décision et leur manière de travailler à ceux de l'innovation et notamment ceux des startups. Donc, aller plus vite et itérer plus rapidement sur des projets, comprendre que dans certains cas, les projets vont pas aboutir et accepter l'échec, et puis s'engager sur de nouveaux modèles d'innovation, que ce soit on parle d'open innovation, on parle d'approche agile ou de co-construction. Sur le deuxième axe, c'est vraiment les manières d'acheter, et ça a été évoqué tout à l'heure par Aropa, simplifier les interactions avec les startups, essayer d'éviter au maximum les approches par appel d'offres. C'est quand même faisable. La loi permet de faire des choses qui sont pas forcément utilisées systématiquement, et puis accélérer l'adoption de nouveaux modèles économiques et simplifier les modèles économiques. Et puis comprendre que
Une startup, c'est aussi financé par des VC. Les VC, ils ont aussi des attentes et donc accompagner sur les startups sur la mise en avant de l'écosystème. L'écosystème maritime a un potentiel énorme qui est pas forcément compris et connu par les investisseurs. Donc, c'est bien que ces corporates nous aident à le mettre en avant. Pour les investisseurs, c'est le pendant de ce que je viens de dire, c'est de comprendre qu'effectivement le marché il est énorme, mais qu'on est sur des marchés souvent publics ou parapublics où les temps de décision sont longs, que ensuite on a beaucoup de fonds impact qui sont existants ou qui sont en train de se créer, leur faire comprendre que faire de l'impact dans un milieu maritime, ça demande du temps. C'est pas des process de développement classiques comme on peut le voir sur des startups purement digitales dans la Silicon Valley, et que c'est souvent associé à du professionnel, des services et du professional services, et ce qui ne sont pas toujours ceux dont ils ne sont pas toujours très friands. Et puis, en dernier lieu, comprendre que va bien y avoir des licornes et des unicorns dans le milieu du maritime dans les 10 prochaines années, et qu'on a en France un potentiel énorme dans ce domaine-là. Donc, il ne tient qu'à nous de réaliser ce potentiel et de créer quelques licornes qui vont pouvoir rayonner à l'international. Merci beaucoup. Merci David pour cette présentation. Maintenant, on va passer à la société Ivamer. On va rester dans le domaine maritime et traiter d'autres sujets. Estelle, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous, je vais vous présenter la société Ivamer. Merci. Donc Ivamer, c'est un bureau d'études spécialisé dans le domaine marin que j'ai créé en 2008. Et nous sommes aussi reconnus comme laboratoire de recherche privée puisque depuis la création d'entreprise, nous avons l'agrément Crédit Impôt Recherche. Donc nous sommes basés à Caen. Nous avons un domaine d'intervention relativement large sur la valorisation et la gestion des ressources marines au sens large. Je rentrerai un peu plus en détail tout à l'heure. La structuration de filières nouvelles, en particulier pour mieux valoriser ces ressources, les déchets, les coproduits. Et puis, on va avoir des activités importantes dans le domaine de la recherche et développement à façon, donc pour le compte d'entreprises privées le plus souvent. Au niveau maritime, on va accompagner des acteurs aussi bien de la pêche, des productions, mais aussi tout l'écosystème halieutique et environnement qui s'intègre dans cette filière maritime. Donc, pour vous donner un peu un spectre de nos interventions et de bien comprendre comment est-ce qu'on s'intègre dans ce domaine du maritime, quelques références d'acteurs qu'on a pu accompagner. Donc, on va avoir une première catégorie de structures qui vont être des institutionnels, des collectivités, des gestionnaires de ports, de marchés internationaux, de territoires, pour lesquels on va pouvoir mener des études stratégiques, des études de structuration, de positionnement. On va avoir aussi beaucoup de travaux pour le compte d'associations, d'organisations de producteurs, de comités des pêches, de pôles de compétitivité, de fédérations comme les paniers de la mer, pour lesquels on va intervenir évidemment pour eux, mais au travers d'eux pour tous leurs adhérents, tous les acteurs qu'ils fédèrent. Et donc là, on va avoir des activités de filières, de stratégie, de mise en place de nouvelles modalités de gestion de ressources, de valorisation en mer et à terre. Et en dernier lieu, on va avoir des clients privés de toutes sortes, depuis des porteurs de projets, de petites TPE, jusqu'à des groupes internationaux, et dans des domaines extrêmement variés. Là, vous avez des exemples de coopératives agricoles, de structures qui vont faire de la chimie verte, qu'on a pu accompagner pour le développement de leurs projets jusqu'à l'investissement, du pet food, des biomatériaux, de l'agroalimentaire évidemment, du complément alimentaire. Donc vraiment différents types d'acteurs, ce qui nous permet d'être très riches dans notre connaissance et notre expertise au niveau du milieu marin. Donc pour reprendre un peu cette chaîne de valeur, vous voyez, on va intervenir très en amont, donc en mer ou à terre, au niveau de l'écosystème marin et de la ressource, au niveau des problématiques environnementales, sur de la gestion de la ressource, sur l'étude du milieu, parfois sur des conflits d'usage, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent avoir à travailler en mer et au niveau du littoral. Donc on peut avoir à intervenir en expertise pour gérer cela. On fait aussi énormément d'enquêtes auprès des professionnels, puisqu'on les connaît bien, on connaît leurs problématiques. Et on est souvent mandaté pour comprendre leurs besoins, comprendre vers où aller et puis faire en sorte de comprendre les jeux d'acteurs de manière à structurer
des activités à terre. On va intervenir beaucoup au niveau des activités de transformation et de valorisation des ressources, ce qui va intégrer aussi tout ce qui est réduction du gaspillage. Donc, on va faire aussi beaucoup de recherche et développement sur les déchets, les coproduits, les sous-produits. On a une expertise très forte en biotechnologie et en hydrolyse enzymatique, pour lesquels on va aller jusqu'à la mise en œuvre au niveau industriel. On a plusieurs de nos clients qui investissent des sommes importantes, des usines qui vont mettre en œuvre ce qu'on a pu développer. Et donc, nos attentes par rapport aux différents acteurs qui constituent ce réseau du maritime, c'est d'abord d'identifier les besoins de chacun. Ça va être de pouvoir échanger, collaborer avec les différents réseaux d'acteurs du maritime pour permettre de mettre en place des synergies d'experts, des approches filières. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Estelle pour cette présentation succincte. À présent, on va passer au côté fonds d'investissement qui vont investir dans ces startups, puisqu'on l'a vu, on a parfois des corporates qui ont des besoins, des startups qui ont des solutions, mais ça ne matche pas tout le temps et il faut arriver à joindre les deux, c'est-à-dire faire en sorte que les produits des startups se rapprochent plus des besoins des industriels. Et donc pour ça, on a des fonds d'investissement qui vont investir pour créer ce pont. Et donc, ils vont nous présenter leurs attentes vis-à-vis des startups et des grands groupes. Et on commence par Normandie Littoral. Christian, la parole est à toi. Christian, je pense que ton micro est coupé, je ne t'entends pas. Oui, pardon. Je disais donc, tout d'abord, bonjour à tous et merci à Normandie Maritime et à la French Tech Caen Normandie d'organiser cet événement. Rapidement, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Normandie Littoral, qui nous sommes, comment nous travaillons. Et j'ai bien en tête ce que disait Yanis tout à l'heure, nos différentes attentes, ça sera ma conclusion. D'abord, Normandie Littoral est un jeune fonds d'investissement qui a été lancé en 2020 par 5 acteurs institutionnels régionaux. Normandie Participation, qui est le fonds d'investissement de la région Normandie, Banque Populaire Grand Ouest et Banque Populaire du Nord avec leur marque le Crédit Maritime, Groupama Centre-Manche et la Caisse d'épargne de Normandie. Alors, notre spécificité, elle se lie à travers notre organisation et nos partenaires qui sont que des régionaux. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, avant, pendant et après, j'ai envie de dire, notre intervention. Quand je dis avant, on essaie véritablement de mettre en relation les entreprises, quelles qu'elles soient, avec les différents réseaux, que ce soit les différents réseaux de l'écosystème, pendant, bien évidemment, notre intervention, c'est notre rôle de partenaire financier qui joue pleinement son rôle. Et après, bien évidemment, on n'a pas la vocation à être un partenaire, un sleeping partner. On a une connaissance du réseau et une application régionale forte qui nous permet de partager un certain nombre d'informations et d'optimiser le développement des entreprises dans lesquelles on souhaite investir. Alors, notre vocation aujourd'hui, si on peut revenir sur la slide précédente, c'est d'intervenir sur des activités tant traditionnelles que des activités émergentes. Alors, si on parle d'innovation, l'innovation se trouve dans les deux grands domaines d'activité, que ce soit sur la pêche, l'aquaculture et les cultures marines, et le nautisme en particulier. Il y a un tas d'innovations aujourd'hui qu'on accompagne. C'est vrai, bien évidemment, c'est encore plus vrai dans les activités émergentes, qu'elles soient énergie marine, biotech marine ou transport décarboné. Un petit mot sur le transport décarboné aujourd'hui qui se développe de manière très forte. On a dit tout à l'heure que la Normandie était une région très fertile en matière d'innovation et de projets d'implantation EMR. C'est vrai également dans le domaine du transport décarboné sous l'effet de la transition écologique et de la réglementation de plus en plus forte qui l'accompagne. Donc, on regarde dans ces domaines, dans ces différents domaines, on regarde tous les projets. On a pas mal de projets innovation. Quasiment la moitié de notre deal flow aujourd'hui porte sur des projets innovants, du transport, du nautisme, de la donnée marine, de la protection de l'environnement. Donc voilà, la Normandie de ce point de vue-là est assez dynamique.
Comment notre spécificité aujourd'hui, tout à l'heure, c'est Yanis qui disait ça, mais c'est également David Lelouvier qui le disait également. On a vocation d'être un partenaire dans la durée. Donc, on est bien conscient qu'il faut du temps, et c'est pour cette raison-là qu'on investit sur des durées plutôt longues. Pour un fonds d'investissement, on va jusqu'à 7 ans. Pour justement être au plus proche des entreprises dans leur développement et jusqu'au déploiement commercial et jusqu'à l'atteinte de seuils de rentabilité. Alors, on est un jeune fonds, on a des tickets qui sont pas trop importants, mais qui permettent en tout cas aux PME régionales et aux startups normandes de se structurer et de se mettre dans les meilleures conditions financières, notamment pour répondre à des grands projets et à des grands donneurs d'ordre qui regardent avec intérêt, mais ont besoin aussi d'être rassurés, tout comme le banquier a besoin d'être rassuré face à ces jeunes entreprises. Ce que je voudrais dire, c'est que notre rôle, bien évidemment, il est indissociable de celui de la banque. On est là pour conforter la structure financière, on fait de l'apport en fonds propres. On sécurise le banquier avec notre démarche. Notre rôle, notre ambition n'est bien entendu pas de prendre la place du dirigeant, mais d'être surtout pas. Donc c'est pour ça bien évidemment, notre participation est toujours minoritaire. Notre ambition est de lui apporter ce regard extérieur, le réseau, notre connaissance du terrain, notre spécificité. Je le rappelle, c'est qu'on est exclusivement dédié à la Normandie et exclusivement dédié au domaine maritime, littoral et fluvial. Et cette implication à 100% nous permet d'avoir un certain nombre d'informations qu'on veut partager et pour contribuer au développement des entreprises que l'on accompagne. Alors, un petit mot pour conclure sur les attentes. Les attentes, notamment vis-à-vis des startups, la première, c'est peut-être d'être associé, comme je le disais en préambule, le plus en amont possible à la réflexion pour déjà apporter notre vision extérieure, mais aussi donner toutes les chances à la startup de se mettre dans les meilleures conditions pour enlever des marchés, gagner des marchés. Nos attentes vis-à-vis des corporates maritimes, j'ai envie de dire, on est déjà en relation puisque j'ai déjà eu le plaisir d'échanger avec Laurence Mag et avec les équipes de WPD sur leur rôle, le rôle qu'ils jouent en Normandie et les attentes qu'ils ont vis-à-vis des startups. Donc, on a une discussion très constructive avec ces donneurs d'ordre et c'est tout l'intérêt de cette matinée. C'est de partager les projets et de partager les problématiques pour concrétiser ensemble ces projets. Donc voilà, je me tourne vers donc les startups qui sont présentes et si parmi elles il y en a qui veulent mener à bien des projets et en consolidant leur structure financière, n'hésitez pas à nous contacter. On a un site internet qui est facilement accessible et à partir duquel on pourra revenir vers vous rapidement. Voilà, j'espère avoir tenu à peu près le timing. Voilà pour Normandie Littoral. Merci. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation de Normandie Littoral. À présent, on va passer à Mer Invest, qui vient d'être présenté par Philippe Renaudin. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien, Philippe. Ok, bon, a priori, la visio n'apparaît pas. J'ai pourtant mis la caméra. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ce on te voit et on t'entend parfaitement. Ah, vous m'entendez, c'était pas forcément ce qui est le plus important de me voir, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à vous, merci à Normandie Maritime, à la French Tech. Donc, en quelques mots, je vais aller assez vite sur la présentation du fonds et effectivement essayer de répondre plutôt sur les attentes qu'on peut avoir. Donc, globalement, Mer Invest, un fonds qu'on a créé à aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans, qui est une filiale 100% du groupe Banque Populaire Crédit Maritime, qui était également actionnaire, comme l'a précisé Christian juste avant, du fonds Normandie Littoral. Et on va intervenir, on va accompagner les projets d'entreprise du monde maritime et uniquement, donc on est vraiment un fonds sectoriel sur les activités liées à la pêche,
aux activités de conchyliculture, de transformation, de culture marine, tout ce qui va concerner également la navale, la grande plaisance, l'aménagement du territoire, la navale, la construction navale. Donc ça, pour tout ce qui sont les activités plus traditionnelles, va-t-on dire, et également les activités émergentes, il en a été cité quelques-unes ce matin, que sont les EMR. Alors quand on parle des EMR, c'est plutôt l'écosystème qui travaille autour des EMR. On n'a pas vocation à accompagner des parcs éoliens, très clairement, avec 10 millions d'euros, on ne va pas aller très très loin, mais c'est par contre tout l'écosystème et toutes les PME, qu'elles soient en amont ou en aval, qu'on va pouvoir accompagner. Et bien évidemment, les biotech marines. Et Dieu sait s'il y a des sujets, et notamment en Normandie. En termes de positionnement, on est ce qu'on appelle plutôt un fonds de capital développement transmission. Donc, on va plutôt pouvoir accompagner les entreprises qui ont déjà une activité et qui, dans le cadre de leur évolution, soit par croissance interne, croissance externe, vont se développer et vont être à la recherche de renforcement de fonds propres. On approche également et on accompagne des projets d'innovation, et je vais vous les présenter juste après, très rapidement. Jusqu'à 25% du portefeuille du fonds, on a cette capacité, et c'est ce qu'on fait, puisqu'à aujourd'hui, 30% de notre portefeuille que vous voyez à l'écran. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail de ces entreprises, certaines que vous connaissez forcément, y compris Ciné qui anime à travers Yannis cette journée. Mais on a beaucoup d'entreprises, quelles que soient les activités, sur le domaine de R&D et des startups, sur les différents sujets et secteurs d'activité, comme je l'ai précisé, comme j'ai précisé tout à l'heure. La dernière opération qu'on a réalisée, c'est l'entreprise Hero qui va s'installer en Normandie prochainement, et qui est donc un équipementier vélique qui va proposer des solutions pour le transport à la voile. Donc voilà, ça permet d'illustrer concrètement ce qu'on fait, et c'est aujourd'hui 16 accompagnements d'entreprise pour un peu plus de 5 millions d'euros qu'on a pu réaliser. Et on travaille avec la société de gestion, et là Frédéric présentera juste après Go Capital. On n'a pas créé de structure dédiée, on s'est adossé à Go Capital, qui est notre société de gestion. Les attentes, parce qu'effectivement je crois que c'est un point important, et moi bien évidemment je suis à votre disposition pour échanger plus en amont par la suite sur ce qu'on fait. Vous aurez nos coordonnées bien évidemment. Et pour moi il y a 3 grands niveaux d'attente, en tout cas moi tel que je les perçois. La première, pour convaincre quelque part l'investisseur, parce qu'il s'agit bien de ça, comment convaincre l'investisseur d'accompagner le projet. Le premier, c'est de bien affûter son projet, notamment sur la partie que j'appellerais couple produit-marché. Où en est-on dans la preuve de concept, d'un point de vue technique, l'acceptabilité du marché, le modèle économique, la taille du marché. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, bien évidemment, nous sommes aussi des hommes de chiffres. Donc c'est d'aborder les chiffres à travers le business plan, le plan de financement, la valorisation de l'entreprise, puisqu'à un moment donné, ce sera un sujet. Et là, si j'ai un conseil à donner, c'est de rester réaliste par rapport aux chiffres qu'on peut être amené à présenter, que vous pouvez être amené à nous présenter. Et le troisième niveau qui me paraît vraiment important, et ce n'est pas parce qu'il est en dernier, au contraire, je pense que c'est un des plus importants, c'est d'établir la confiance. Établir la confiance entre nous, entre vous, c'est une affaire d'homme. Et donc ce dont on a besoin, c'est de bien comprendre l'expérience du porteur de projet, pas que de lui, d'ailleurs de tout son environnement, de ses sponsors, pour quelque part séduire le futur co-associé que nous serons demain pour partager les projets. Donc voilà, donc trois grands niveaux. La partie produit, marché qui est important, la partie chiffres qu'on doit partager, et la partie des hommes, découverte des hommes autour de ça. Et si je peux résumer en 3 mots, c'est clarté, honnêteté, transparence dont on a besoin pour être convaincu et pour vous accompagner au mieux. Donc voilà en quelques minutes ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation et puis ces attentes. À présent, Go Capital va nous être présenté par Frédéric.
Oui, bonjour à tous. Merci Yanis. Effectivement, alors la transition est bonne après Philippe, puisque Go Capital, nous sommes une société de gestion de fonds d'investissement dont le siège est basé à Rennes. En fait, on a construit notre histoire plutôt territorialement, en s'ancrant à l'origine dans l'Ouest. On gère à peu près 250 millions de fonds et nos fonds, en fait, ce sont des poches que l'on lève auprès d'acteurs publics et privés pour investir dans l'innovation et dans des sociétés à haut contenu technologique basées sur ces territoires. Étant positionné dans ces régions du Grand Ouest, en fait, on a petit à petit, finalement, par nature, développé une sensibilité au monde maritime, puisque l'Ouest est quand même une des régions les plus fortes en France sur ces sujets-là. Et au fur et à mesure d'investissement dans le maritime et d'une relation très forte avec les banques populaires, qui sont un de nos partenaires depuis la création de Go Capital en 2003, on a effectivement, sous délégation de gestion, aujourd'hui 3 véhicules 100% dédiés au secteur maritime, en plus de nos fonds historiques qui adressent tous les secteurs, mais dans lesquels on retrouve des thématiques maritimes également. Chez Go Capital, notre force, c'est d'être implanté territorialement, donc d'avoir des bureaux répartis dans les régions sur lesquelles nous sommes actifs et de pouvoir accompagner les projets et animer l'écosystème qui entoure ces projets très proche, en proximité avec les acteurs. Nous sommes indépendants, on a investi dans environ 150 projets depuis 2003 et on a aujourd'hui environ 90 sociétés que l'on accompagne au quotidien. Aujourd'hui, avec cette expertise dans le maritime, on a dédié même une équipe pour répondre à ces sujets, qui est répartie donc depuis la Normandie jusqu'à la région sud, et ce qui nous permet effectivement de recevoir ces projets qui sont en recherche de fonds et qui ont besoin d'interlocuteurs à l'écoute sur cette spécialité. Et ce qui fait que, alors, vous retrouvez certaines participations que Philippe a présentées juste avant, puisqu'effectivement, Merinvest est un des véhicules les plus importants que l'on gère dans l'économie bleue. Et également d'autres participations qu'on a pu accompagner sur nos fonds historiques de Go Capital, et puis sur les autres véhicules en partenariat avec les banques populaires dans le sud de la France, notamment, qui ont pu investir. Donc, on accompagne aujourd'hui plus d'une vingtaine de participations dans cet univers. Donc, les projets que l'on accompagne sont aussi bien dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du digital, dans la production d'énergie, dans les sciences du vivant également, ce qui fait qu'on a besoin de compétences assez transverses et d'où l'importance d'avoir aussi dans l'équipe de gestion une équipe de 23 personnes au profil très complémentaire qui nous permet d'amener une expertise dans chacun des domaines, puisque le maritime, c'est très large et c'est très transverse. Et donc, on a des compétences en santé, en digital, en énergie assez fortes chez Go Capital, qu'on vient mettre à contribution notamment du secteur maritime, sur nos côtes. Voilà. Donc après, juste pour conclure, notre fonctionnement est similaire à ce qu'a présenté Philippe et Christian, hein. On est sur des durées d'accompagnement qui vont de 5-7 ans environ sur les projets. Et on est là au quotidien avec le management, à travers souvent la mise en place de comités stratégiques, pour les accompagner dans leur stratégie, dans leurs grandes décisions, et sur tout un tas de problématiques communes que rencontrent toutes les participations que l'on peut accompagner. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. À présent, je vais donner la parole à Olivier de Swen qui va nous présenter le fonds Blue Ocean. Bonjour, merci beaucoup. Donc Blue Ocean, c'est le fonds
de capital risque impact dédié à la régénération de l'océan qui a été lancé par Swen Capital Partners et en partenariat scientifique avec l'Ifremer. C'est moi qui passe les slides? Non, voilà. Donc très rapidement, hein, Swen, c'est une société de gestion française qui gère un petit peu plus de 6,5 milliards d'actifs et qui, depuis le début, est vraiment focalisée sur toutes les thématiques de type ESG et d'impact. Et donc, Blue Ocean, c'est la dernière stratégie qu'on a lancée, qui est donc une stratégie d'impact. On peut passer à la slide suivante. Ifremer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, je cherche le terme exact, mais l'institut, voilà, scientifique expert de tout ce qui est océan, toutes les sciences de l'océan, et qui représente, enfin donc c'est un institut public avec des équipes qui se sont réparties sur tous les territoires français, donc ça permet de couvrir en gros toutes les mers de la planète. Et on a fait un partenariat avec eux, et c'est vrai que c'est extrêmement important parce que ça nous donne accès à une expertise de 1500 personnes qui sont des experts dans tous les domaines qu'on couvre, et en particulier 800 chercheurs qui sont souvent les personnes les plus pointues. On peut passer à la slide suivante. Donc le fonds lui-même, c'est un fonds qui vise une levée de 120 millions d'euros. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de la moitié déjà, et on continue à lever. Et on cherche à avoir à la fois un impact systémique pour aider à régénérer l'océan, et puis à fournir des performances financières de premier plan pour nos investisseurs. On passe à la slide suivante. Donc pourquoi ce fonds? Pourquoi faire de l'impact pour l'océan? D'abord parce que l'océan, je pense que beaucoup de gens autour de la table le savent, et c'est fondamental pour la vie sur la planète. C'est à la fois le cœur et le poumon de la planète. Donc on sait que plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire provient de l'océan. Plus de 3 milliards de personnes dépendent de l'océan pour se nourrir. On sait aussi que l'océan est au cœur de la régulation du climat, et que s'il n'y avait pas l'océan, le réchauffement climatique serait bien pire que ce qu'il est aujourd'hui. Et pendant très longtemps, on a pensé que l'océan était suffisamment grand pour absorber toutes les pollutions d'origine humaine, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc sur la slide suivante, voilà, on a pu constater que dernièrement, la dégradation de l'océan est de plus en plus évidente et massive, avec 3 principales sources de pollution qui sont d'une part la surpêche, d'autre part les différentes pollutions qui touchent l'océan, hein, que ce soit la pollution plastique dont on parle beaucoup, mais il y a aussi toutes les pollutions de type rejet agricole qui touchent énormément et qui créent des zones où il y a des zones mortes, comme on dit, hein, dans l'océan. Et puis l'impact du changement climatique, puisque si l'océan nous aide à lutter contre le changement climatique, il en souffre aussi, avec un réchauffement des eaux qui conduit un certain nombre d'espèces à se déplacer pour aller chercher des eaux qui correspondent aux températures qu'elles peuvent supporter. Et puis pour d'autres zones qui ne peuvent pas se déplacer, c'est la mort et la disparition. Donc c'est le cas notamment des coraux, et on estime que si on ne change rien, 90% des coraux devraient disparaître d'ici 2050. On peut passer à la slide suivante. Alors la bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, certes récente, mais qui est massive, autour du besoin d'agir pour protéger l'océan et puis protéger la vie sur la planète en règle générale. Donc c'est quelque chose qui date, si on devait le dater, hein, ce serait vraiment 2017, avec en particulier un documentaire de la BBC, Blue Planet 2, qui a vraiment fait prendre conscience à une grande partie de la population au niveau mondial à quel point l'océan est en danger aujourd'hui. Et ça s'est traduit par des changements de comportement quand même assez massifs, assez marqués. Alors, pour prendre l'exemple du plastique, hein, qui est peut-être celui qui est le plus facile à décrire, un certain nombre de gens sont arrêtés de consommer du plastique, arrêtés pas complètement parce que c'est difficile, mais en tout cas ont cherché à changer leurs habitudes de consommation pour réduire leur impact. Il y a eu beaucoup ils ont aussi agi en tant que citoyens, ce qui fait que ça a fait des pressions sur tous les gouvernements pour mettre en place des lois pour mieux protéger l'océan. Et tout ça s'est passé de façon très rapide. Pour prendre un exemple, hein, qui est un exemple assez récent et que j'aime bien citer, c'est McDonald's en France a décidé de ne plus distribuer, plus vendre de bouteilles d'eau dans ses magasins. Donc ça montre quand même que cette prise de conscience se traduit vraiment par des changements d'habitude de consommation. Et du coup, on a des marchés entiers qui sont en train de se transformer. Donc voilà, toute la chaîne logistique des produits de grande consommation est en train d'essayer de se débarrasser du plastique à usage unique. Donc, ils sont à la recherche
de solutions, de start-up qui arrivent avec des moyens pour se débarrasser du plastique à usage unique. Sur la partie des produits de la mer, on a la même chose qui se met en place. Il faut voir que sur les produits de la mer, il y a de plus en plus une prise de conscience de l'impact environnemental négatif que posent les produits de la mer. Et donc, les consommateurs cherchent à se rassurer. Alors, ça peut être à travers des labels MSC, de l'ASC pour l'aquaculture, mais ça peut être aussi, ça peut aller plus loin. Il y a certains consommateurs qui essaient d'arrêter de consommer certains produits pour réduire leur impact environnemental. Donc, tout ça conduit aussi à une transformation assez forte. Et puis, ça s'accompagne aussi par des réglementations qui sont de plus en plus prégnantes et qui insistent pour montrer que l'exploitation de l'océan va se faire de façon durable. Et puis, après, c'est tout ce qui est changement climatique. Ça a déjà commencé sur Terre et on voit que l'océan joue un rôle de plus en plus important avec un déplacement notamment des champs d'éoliennes offshore et puis flottants en particulier, qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique au niveau mondial. Peut-être juste un petit exemple que j'aime bien donner pour des potentiels investisseurs, ce qui n'est pas forcément public aujourd'hui, mais il y a déjà des licornes dans ce domaine. Donc, on a bien cité la société SodaStream, c'est une société israélienne qui a développé en fait des fontaines qu'on peut avoir chez soi pour gazéifier des boissons et qui permet du coup de réduire la consommation d'eau gazéifiée ou même de soda. Et du coup de réduire les bouteilles en plastique qu'on utilise pour transporter de tels produits. Et cette société a été revendue à Pepsi Cola pour 3 milliards de dollars. Donc c'est une licorne dans ce domaine. On peut peut-être passer à la slide suivante. Alors après ça, si on revient sur les secteurs pour être plus précis, donc nous, notre objectif, c'est vraiment un objectif d'impact. Donc on a identifié les 3 principales menaces qui sont la surpêche, les pollutions et le changement climatique. Et à partir de là, on a recherché quels étaient les domaines sur lesquels on pouvait investir pour avoir un impact maximum. Et puis derrière, on a passé un deuxième crible pour identifier parmi ceux qui peuvent avoir un impact fort, quels sont ceux où il y a des vrais marchés pour permettre aux startups dans lesquelles on investit de se développer et de bénéficier d'une croissance de marché importante. Donc, on arrive à ces grands thèmes. Alors, je ne vais peut-être pas passer tout en revue complètement dans le détail, mais en gros, quand on veut lutter contre la surpêche, il y a d'une part l'accès aux données qui est important. Donc, c'est des données à la fois pour mieux comprendre les stocks de poissons, mieux les gérer, et puis pour lutter contre la pêche illégale. Il va y avoir des nouvelles technologies qui nous intéressent, qui permettent à la pêche d'être plus durable, donc pour éviter en particulier des pêches accidentelles ou la perte de matériel de pêche. Au niveau de l'aquaculture, qui aujourd'hui pèse plus de la moitié des produits de la mer qu'on consomme, il y a aussi des besoins d'agir de façon forte pour permettre à l'aquaculture de devenir plus durable, donc que ce soit au niveau de l'alimentation, qui n'est pas toujours durable puisqu'il y a encore pas mal de farine de poisson. Ça peut être au niveau aussi de tout ce qu'on appelle l'aquaculture de précision, pour mieux comprendre et du coup mieux gérer, réduire en particulier la suralimentation. Et puis il va y avoir le déplacement de l'aquaculture, soit offshore, soit sur terre, pour préserver ces zones côtières qui sont limitées en espace et qui sont très touchées aujourd'hui par l'impact environnemental de l'aquaculture. Dernière thématique qu'on a dans la surpêche, ça va être finalement amener les gens à consommer moins de poissons grâce à des produits d'alternatifs, donc des substituts sur base végétale, sur base cellulaire, pour remplacer des produits de la mer. Au niveau des pollutions, on se concentre sur 2 principales pollutions dont j'ai parlé. La première, c'est la pollution plastique. Deuxième, c'est les rejets agricoles. Et dans les 2 cas, on ne va pas aller chercher à nettoyer la mer une fois que la pollution est arrivée. On va se placer sur Terre avant pour empêcher cette pollution d'arriver dans l'océan. Donc voilà, typiquement sur le plastique, on va travailler sur des solutions de réutilisation pour réduire l'utilisation de plastique à usage unique sur les emballages et sur les contenants. On va travailler sur des technologies qui permettent à la chaîne de recyclage du plastique d'être plus efficace et moins coûteuse. Et puis, on va travailler aussi sur des nouveaux matériaux biodégradables dans l'environnement marin qui permettent de remplacer certaines applications du plastique. Sur le changement climatique, enfin, on va se concentrer là que sur les solutions marines au changement climatique, parce que sinon on aurait quelque chose qui est très vaste et puis qui est déjà largement couvert par d'autres spécialistes. Donc on va travailler sur les énergies marines renouvelables et puis sur la décarbonation du transport maritime. C'est vraiment nos deux thèmes de prédilection. La slide suivante. Alors en termes de stratégie d'investissement, donc je le répète, c'est vraiment fondamental. D'abord, on cherche à faire à la fois un impact systémique et avoir des retours de marché compétitifs. Le
par rapport à l'environnement, l'écosystème qu'on a, on constate que l'essentiel des dossiers sur lesquels on peut agir et sur lesquels on peut aider vraiment à avoir un impact positif, c'est des dossiers qui sont, en parlant en termes de VC, c'est de la série A. Hein, donc, c'est des sociétés qui ont développé une technologie, qui commencent à avoir une traction de marché, et qui ont besoin de fonds pour se développer commercialement et prouver qu'il y a un vrai marché pour elles. On a quelques dossiers sur des créneaux un petit peu plus, enfin des sociétés qui sont un peu plus matures, donc on peut se faire ça aussi. Et on va se concentrer sur l'Europe. Hein, donc nous, c'est minimum 75% de nos investissements sur l'Europe au niveau géographique, donc l'Union européenne, mais aussi Royaume-Uni et puis Norvège. Et puis, alors peut-être, puisque je crois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs dans l'assistance, typiquement, on va prendre un premier ticket qui sera entre 1 et 4 millions d'euros, avec derrière une capacité de réinvestir et de renforcer notre position de façon assez significative pour les meilleurs dossiers. Voilà, et on vise à peu près 25 dossiers dans notre portefeuille. On peut passer à la slide suivante. Et voilà, là, c'est pour présenter un petit peu l'écosystème qu'on a développé, puisque une grosse partie de notre travail, de notre expertise vient de notre insertion dans cet écosystème. Donc, on s'est engagé auprès de tout cet écosystème mondial qui travaille autour de l'ODD 14, hein, qui est voilà, tout ce qui est l'impact positif pour l'océan. Et on s'est engagé sur beaucoup de programmes d'accélération, beaucoup de programmes d'incubation qui aident à des startups qui apportent des solutions à se développer. Donc, on les repère très tôt. Et puis nous-mêmes, on a aidé à organiser tout cet écosystème en créant le 1000 Ocean Startups, qui est une coalition internationale avec des acteurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, qui travaillent autour de ces thématiques-là et qu'on anime et qui nous permet d'échanger à la fois de la connaissance, voir quelles sont les technologies qui arrivent, et puis permettre aux entreprises dans lesquelles on investit de se développer et d'avoir des relais quand ces entreprises veulent se développer à l'international. Voilà, et normalement, notre dernière slide, c'est juste pour vous dire merci. Eh bien, merci Olivier pour cette présentation et merci à tous. Donc, au cours de ce webinaire, on a pu voir effectivement des besoins des corporates, des solutions qui sont proposées par des startups et des fonds d'investissement qui vont, on va dire, créer ce lien entre les besoins et les solutions pour développer les technologies nécessaires. À présent, on devait normalement organiser des tables rondes autour de chacune de ces trois thématiques. Néanmoins, comme on a voulu laisser un peu le temps aux speakers d'avoir le temps de faire leur présentation, on va faire différemment puisqu'on va manquer de temps. Donc, on va demander aux participants, on va vous recontacter, donc Jade et Delphine de la French Tech et de Normandie Maritime. Si vous pouviez mettre dans votre chat votre email, on en réenverra aussi un email à l'ensemble des participants et intervenants. Et du coup, vous pourrez vous poser vos questions ou vos demandes de mise en relation via cet intermédiaire, et ensuite on informera les speakers de la journée que vous souhaitez leur poser des questions ou les rencontrer ou échanger avec eux, de telle sorte à ce qu'on puisse vous libérer, que vous puissiez retourner à vos différentes activités. Donc vous pouvez voir dans le chat deux emails, donc Jade Garçon et Delphine Lefrançois, à qui vous pouvez écrire pour poser vos questions ou faire des demandes de mise en relation